Le 29e nom de famille le plus porté en France n'est pas français. Il n'est pas non plus étranger. Il n'est venu d'aucun pays, il n'a traversé aucune frontière, il n'est arrivé par aucun bateau. Il est né ici, sur le sol français, dans une langue que l'État français a passé 4 siècles à effacer. Pendant 1000 ans, ce pays a parlé 2 langues. Au nord, on disait Oil, au sud, on disait Oc, et la langue d'Oc couvrait 33 départements, le tiers sud de la France entière, de Bordeaux à Nice. Cette langue a perdu, mais elle a laissé ses noms. Voici les 15 noms de famille occitans qui sont partout en France aujourd'hui. Le vôtre, en fait-il partie? Abonnez-vous, activez la cloche et restez avec moi. Numéro 1. Fort, Fabre, Favre, Forêt, Faury, Laforie. Fèvre, 29e nom de famille de France. De l'occitan Fort et Fabre, tous deux issus du latin faber, le forgeron. Et voici ce qui rend ce nom fascinant. Fort et Fabre ne sont pas 2 noms différents. C'est le même mot, prononcé de 2 façons, selon la zone dialectale. En domaine languedocien, on dit Fabre. En domaine gascon et limousin, on dit Fort. Résultat, Fabre est le nom numéro 1 de l'Aveyron et du Tarn. Fort est le numéro 2 de la Haute-Garonne. La frontière entre les deux traverse le sud-ouest comme une ligne de partage des eaux, invisible sur une carte, mais parfaitement nette dans les registres. Si vous vous appelez Fabre, votre famille était du côté languedocien. Si vous vous appelez Fort, elle était du côté gascon. Le nom vous dit de quel côté d'une ligne linguistique vos ancêtres vivaient, il y a 800 ans. Et bien sûr, c'est encore le forgeron. Lefebvre au nord, Schmitt en Alsace, Smith en Angleterre, Ferrari en Italie, Kowalski en Pologne, Herrero en Espagne. Numéro 2. Marty, Marty, Martre, Martin, Marty. C'est la forme occitane de Martin. Prenez une seconde. Martin est le nom de famille le plus porté de toute la France, avec 250 000 personnes. Marty en est le jumeau méridional. Et regardez ce que ça donne sur la carte. Marty est le nom numéro 1 de la Haute-Garonne. Il domine l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales. Sauf dans un département, le Gard. Là, et là seulement en Occitanie, c'est Martin qui passe devant Marty. Pourquoi? Parce que la ligne de partage entre le monde d'Oc et le monde d'Oil passe exactement là, sur le Rhône. D'un côté du fleuve, Marty, de l'autre, Martin. Le même homme, le même nom, 2 langues. Numéro 3. Dupuis, Pujol, Puech, Delpuech, Dupuis, Puig, Pouget. De l'occitan Pueg, la hauteur, la colline, et Pujol, son diminutif, la petite colline. Pujol est le nom de famille numéro 1 de l'Ariège. Et Dupuis est l'un des 100 noms les plus portés de France entière. Vous le croiserez à Paris, à Lille, à Strasbourg, chez des gens qui n'ont plus la moindre idée que leur nom veut dire « du haut de la colline », dans une langue du Sud. C'est aussi l'un des noms qui montre le mieux à quel point l'occitan est resté vivant dans le paysage. Puy-de-Dôme, le Puy-en-Velay, Puy-Celle-ci, Puy-Jaudran. Le mot est partout sur la carte. Numéro 4. Bousquet, Bosque, Dubosc, Bosquet, Bouscarel. De l'occitan bosque. Le bois, le petit bois. C'est le 2e nom le plus porté de l'Aveyron, juste derrière Fabre. Et c'est l'exact équivalent méridional de Dubois, 7e nom de famille de France. 2 mots, 2 langues, la même famille assise au bord du même bois. Numéro 5. Delmas, Dumas, Mas, Lemas, Massol, Delmastro. De l'occitan mas, la ferme, l'exploitation agricole isolée. Le mas n'est pas une maison ordinaire. Dans le sud, c'est une unité entière. La maison, les bâtiments, les terres, la famille qui vit dessus. Beaucoup de mas avaient un nom propre, et ce nom devenait celui des gens. Delmas, ça veut donc dire du mas, de cette ferme-là, celle que tout le monde connaissait. C'est le nom qu'a porté Alexandre Dumas, dont la famille venait d'ailleurs, mais dont le nom, lui, est purement méridional. Numéro 6. Boyer, Bouillet, Bovier, Boyer, Bouet, 34e nom de famille de France. De l'occitan boyère, le bouvier, celui qui conduit les bœufs.
Et il faut comprendre ce que ce métier représentait. Le bœuf, c'était le moteur de l'agriculture, avant la machine. Un attelage de bœufs valait une fortune, et le boyère était l'homme à qui on confiait ce capital. Il fallait savoir les dresser, les nourrir, les soigner, les mener au labour en ligne droite pendant des heures. Ce n'était pas un manœuvre, c'était un spécialiste. Numéro 7. La serre, 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 serra, delser, de l'occitan serra, la crête, la ligne de hauteur, l'arête d'une montagne. C'est un nom typiquement gascon et pyrénéen, extrêmement répandu dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et l'Ariège. Il désigne les familles installées, non pas dans la vallée, mais sur la ligne de crête au-dessus, là où la terre est la plus ingrate, mais où l'on voit venir de loin. Et dans les Pyrénées, voir venir de loin, pendant des siècles, ça valait mieux que de la bonne terre. Numéro 8. La case, 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 la case, casenave, delcas. De l'occitan de casa, la maison. Et il faut s'arrêter ici, parce que ce nom explique tout le système occitan. En occitan, un nom de famille ne se dit pas nom de famille. Il se dit l'onom d'hostal ou l'onom de casa, littéralement le nom de maison. Ce n'est pas une expression poétique, c'est une description exacte du fonctionnement. Dans le Sud, on n'identifiait pas les gens par leur ascendance, mais par leur maison. Vous n'étiez pas le fils d'un tel. Vous étiez celui de telle maison. Et si vous changiez de maison, en vous mariant par exemple, il arrivait que vous changiez de nom. C'est l'inverse exact du système du Nord, où le nom vient du père et ne bouge plus. Casenave, d'ailleurs, veut dire la maison neuve. Quelqu'un a bâti une maison. Elle était la nouvelle du hameau. Et 5 siècles plus tard, des familles entières portent encore le nom d'un chantier terminé. Numéro 9. Sabatier, sabaté, sabatier, sabatier. De l'occitan sabata, la chaussure. Le sabatier, c'est le cordonnier. Le mot a d'ailleurs donné le français savate. Et dans une société où l'on marchait toute sa vie, où une paire de souliers représentait des semaines de salaire et se réparait pendant des années plutôt que de se remplacer, le cordonnier était un personnage central du village. On allait chez lui bien plus souvent que chez le médecin. C'est aussi, dans tout le Midi, l'un des rares métiers qui se pratiquait assis, à l'intérieur, en parlant. L'atelier du sabatier était un lieu où l'on venait discuter. Numéro 10. Vidal, vital, vido, vidalo, vidalenc. Du latin vitalis, plein de vie, vivant. C'était à l'origine un nom de personne, extrêmement donné dans tout le Midi et en Catalogne. Il est resté l'un des noms les plus caractéristiques de l'arc méditerranéen français. Et il montre bien à quel point la frontière avec l'Espagne est récente et arbitraire du point de vue des noms. Vidal est aussi répandu à Perpignan qu'à Barcelone, parce que c'est le même pays linguistique coupé en deux par un traité. Numéro 11. Cabrol, chabrol. Cabrier, cabrier, cabre. De l'occitan cabra, la chèvre, et cabrol, qui désigne le chevreuil. C'est soit un surnom, l'homme agile, celui qui grimpait partout, soit le métier de chevrier. Et il faut savoir ce que la chèvre représentait dans le Midi. Dans les zones sèches et rocheuses où la vache ne survivait pas, la chèvre était l'animal qui permettait de tenir. Elle mangeait n'importe quoi, elle grimpait n'importe où, et elle donnait du lait. Le cinéaste Claude Chabrol portait ce nom. Numéro 12. Roux, roux. Le roux, rossel, roussel, rousset. De l'occitan ros, du latin russus, roux. Roux figure parmi les 20 noms les plus portés de France. Et vous connaissez la famille par cœur maintenant. Rossi et Rousseau, en Italie, les 2 premiers noms du pays. De Vos en Flandre, le renard, qui dit la même chose autrement. Et en Normandie, tous les noms scandinaves qui tournent autour de la même couleur. Partout en Europe, être roux vous valait un nom. Nulle part on n'y a échappé. Numéro 13. Calvé, cové, calvé, covin. Calvo, du latin calvus, chauve. Comme petit, comme roux, comme blanc, c'est un surnom physique pur. Un homme était chauve, le village l'a appelé le chauve, et 8 siècles plus tard, des dizaines de milliers de personnes portent son crâne comme nom de famille. Numéro 14. Barthes, Labarthe, Barthes, Bartha, Delbarthe. De l'occitan Bartha, le buisson, le fourré,
et plus précisément la broussaille qui pousse dans les terres humides au bord des rivières. C'est un nom de paysage d'une précision extrême. La Bartha, c'est la zone qui n'est ni le champ ni la rivière, la bande de terre inondable, couverte de broussailles, entre les deux, sans valeur agricole, mais parfaitement identifiable. Le philosophe Roland Barthes portait ce nom, et sa famille venait de Bayonne. Numéro 15. Castan, Castin, Castagne, Castagne, Castagnier, Castagnier. De l'occitan castanha, la châtaigne. Et je garde celui-là pour la fin, parce qu'il porte l'histoire la plus dure de la liste. Dans les Cévennes, dans le Limousin, dans une grande partie du Massif central, le châtaignier n'était pas un arbre d'agrément. On l'appelait l'arbre à pain. Sur ces sols acides et pauvres, où le blé ne poussait pas, des populations entières ont vécu de la châtaigne pendant des siècles. On la mangeait fraîche, on la séchait, on la réduisait en farine, on en faisait du pain, de la soupe, de la bouillie. Certaines familles en tiraient l'essentiel de leur alimentation pendant 6 mois de l'année. Porter le nom du châtaignier, dans ces régions, ce n'était pas décoratif. C'était être identifié par ce qui vous maintenait en vie. Voilà les 15. Maintenant la question qui compte. Comment une langue parlée par le tiers d'un pays a-t-elle pu disparaître au point que ses propres locuteurs ont fini par avoir honte d'elle? Il faut commencer par dire ce que l'occitan a été. Au Moyen Âge, ce n'est pas un patois de paysans. C'est une grande langue de culture. C'est la langue des troubadours. Les poètes qui, au XIIe et XIIIe siècle, ont inventé en Europe toute une manière de parler de l'amour. Leur poésie était lue, chantée et imitée dans toute l'Europe cultivée, de l'Angleterre à l'Italie. C'est aussi une langue d'affaires et d'administration. Elle est utilisée à l'écrit, dans les actes, les contrats, les registres. À un moment, elle est en passe de remplacer purement et simplement le latin comme langue écrite du Midi. Puis les provinces du Sud sont annexées par le Nord à partir du XIIIe siècle. Le pouvoir royal s'étend et l'occitan écrit commence à reculer. Et ensuite viennent les dates. Août 539. Le roi François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ses articles 110 et 111 imposent l'usage exclusif du français dans tous les documents de la vie publique. Retenez bien ceci. Cette ordonnance de 1539 n'a jamais été abrogée. C'est aujourd'hui encore le plus ancien texte de loi toujours en vigueur en France. Une décision prise il y a près de 5 siècles contre l'occitan continue de produire ses effets juridiques aujourd'hui. À partir de là, les élites du Sud deviennent bilingues. Mais le peuple, lui, ne connaît toujours que l'occitan. 1794. En pleine Révolution, un rapport est remis à la Convention. Il est resté célèbre sous le nom de rapport Grégoire, et son titre ne laisse aucune place au doute. Il porte sur la nécessité d'anéantir les patois. Lisez-le bien. Anéantir. Le 20 juillet de la même année, un décret établit qu'à compter de sa publication, aucun acte public ne pourra plus être écrit, sur aucune partie du territoire de la République, autrement qu'en langue française. 1802. La pratique du patois est interdite à l'école. 1881 à 1884. Les lois Jules Ferry rendent l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, et entièrement en français. C'est le coup décisif. Pour la première fois, tous les enfants du Sud passent par une institution où leur langue maternelle est non seulement absente, mais activement réprimée. On l'appelle le patois. On punit les enfants qui le parlent dans la cour de récréation. On leur apprend que la langue de leurs parents est un signe d'arriération et de pauvreté. Les Occitans ont un mot pour ce qui s'est passé ensuite. Ils l'appellent la vergogna, la honte. C'est le moment où des parents ont cessé de parler occitan à leurs enfants, non pas parce qu'on le leur interdisait chez eux, mais parce qu'ils avaient intégré l'idée que transmettre cette langue condamnerait leurs enfants à rester en bas. En 1 ou 2 générations, une chaîne de transmission vieille de 1000 ans s'est rompue d'elle-même. Il y a eu des résistances. En 1854, le Félibrige est fondé pour défendre et faire vivre la langue. En 1904, le poète Frédéric Mistral reçoit le prix Nobel de littérature pour une œuvre écrite en langue d'oc, le seul prix Nobel de littérature jamais attribué à un auteur écrivant dans une langue régionale de France. Il faudra pourtant attendre 1951 et la loi d'Essonne pour que l'enseignement des langues régionales soit simplement autorisé à l'école, et 1992 pour qu'un concours de recrutement de professeurs d'occitan soit créé. Aujourd'hui,
le nombre de locuteurs est difficile à établir. Les estimations vont de 540 000 à 1 670 000 selon les critères retenus. C'est encore la langue régionale la plus parlée de France métropolitaine. Et c'est une fraction infime de ce qu'elle a été. Alors voici ce qu'il faut comprendre. Et c'est le point de toute cette vidéo. L'Occitan a perdu l'école. Il a perdu le tribunal, la mairie, l'administration, les journaux, l'affichage, la loi. Il a perdu jusqu'à la table familiale, quand les parents ont arrêté de le transmettre. Il a tout perdu, sauf une chose, les noms. Parce qu'un nom de famille est le seul mot d'une langue que l'État ne peut pas traduire. On peut interdire de parler occitan à l'école. On ne peut pas rebaptiser tous les Forts en Lefebvre, tous les Bousquet en Dubois, tous les Dupuis en Delacolline. Alors ils sont restés, tels quels. Sur les registres d'état civil de la République française, en occitan, pendant que la République expliquait aux enfants du Sud que cette langue n'existait pas. Des millions de Français aujourd'hui portent, dans leur propre nom, un mot d'une langue qu'ils ne parlent pas, qu'on n'a pas transmise à leurs grands-parents, et dont ils ignorent souvent jusqu'à l'existence. Ce ne sont pas des noms de famille, ce sont les derniers mots d'une langue qu'on a fait taire. Alors dites-moi, est-ce que votre nom est dans cette liste? Est-ce que vos grands-parents parlaient une langue que vos parents n'ont pas apprise? Écrivez-le dans les commentaires avec votre département. Je lis tout et je réponds. Et si votre nom n'y est pas, écrivez-le quand même. Je vous dis d'où il vient. Abonnez-vous, activez la cloche, et je vous retrouve dans la prochaine.